Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube des publications Agora, où vous allez pouvoir retrouver du contenu exclusif dédié à 100% à la bourse et à l'investissement. L'objectif de cette chaîne est de vous guider au maximum dans votre parcours d'investisseur afin que la bourse n'ait plus aucun secret pour vous. Pour notre première émission, nous avons échangé sur l'actualité économique avec deux traders passionnés, Mathieu Lebrun et Nicolas Chéron. Vous y découvrirez leurs actions préférées ainsi que les secteurs à fuir en 2024. Je vous laisse donc découvrir l'entretien et vous souhaite un excellent visionnage. C'est spécial comme marché. Voilà, on sent bien que ça ne tient qu'à un fil, qu'à une poignée de valeurs. C'est typiquement quand on a une divergence de comportement dans ces marchés, c'est quelque chose qui est statistiquement pas sain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à la bourse et à l'investissement. On est vraiment ravis de vous retrouver dans ce nouveau format qui, on l'espère, vous plaira. Pour cette première émission, nous sommes accompagnés de notre expert Mathieu Lebrun, rédacteur en chef de la Bourse Quotidien Pro et Crypto Trading. Et nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Chéron, stratégiste indépendant qui est suivi sur les réseaux par plus de 250 000 investisseurs pour son expertise et ses prévisions éclairées sur les marchés boursiers. Donc merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu, bonjour Marie-Constance, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de vos perspectives quant à l'évolution des marchés. Donc ce qu'on constate, c'est que les indices boursiers battent des records depuis des mois, et ce dans un contexte économique qui semble assez fragile. Donc on a une inflation qui persiste en Europe et aux États-Unis, et des craintes de récession qui s'accentuent un peu partout. Donc comment est-ce qu'on explique une telle décorrélation entre les marchés et l'économie réelle ? Je te laisse commencer, Nicolas. Non, je sais pas. Je peux prendre un exemple simple par rapport à l'économie française et au CAC 40. On sait que l'économie française vivote autour des 0% de croissance, que le déficit n'est pas respecté, qu'il pourrait être de 5,5% cette année, et que voilà, la situation n'est pas très brillante. On sait aussi que les Français ne sont pas très optimistes, un peu râleurs. Donc on a souvent l'impression que ça va mal, mais quand on se compare à nos voisins, on n'a pas une situation qui est si catastrophique que cela. Et puis, il y a tout simplement une donnée que les investisseurs doivent avoir en tête, c'est que 82% du chiffre d'affaires des entreprises cotées sur le CAC 40 est fait en dehors de France. Donc en fait, le CAC 40, ce n'est pas la France, c'est le reflet de nos 40 plus grosses entreprises en termes de capitalisation boursière sur, je dirais, la scène internationale. Or, tant que nous avons des partenaires commerciaux qui tournent avec des États-Unis qui sont autour de 3% sur les derniers trimestres, la Chine qui est entre 4 et 5% et l'Europe qui est relativement stable, eh bien, le business, je dirais business as usual, le business continue de se faire et les chiffres d'affaires et les bénéfices de nos meilleures entreprises continuent de croître. Donc c'est ça qui est un petit peu spécial, mais à prendre en considération. Et puis si je devais faire un petit parallèle sur les États-Unis. Alors les États-Unis, c'est un peu plus spécial parce que les indices américains dépendent un peu plus de la consommation intérieure et cette consommation, je pense qu'on va en parler, elle est faite totalement à crédit. D'autant plus, c'est des indices qui sont soutenus à coup de création de dettes massives, ce qui vient un petit peu engendrer une distorsion, si je puis dire, entre le cours des actions et puis l'économie réelle. Et enfin, je dirais qu'aujourd'hui, tout simplement, le Nasdaq ou le S&P 500, c'est 7 valeurs, voire 5 valeurs, voire en ce moment une valeur avec Nvidia. Et que ce sont des sociétés, les GAFAM, les Magnificent Seven maintenant, qui font du chiffre d'affaires grâce à l'internet, voilà, et qui ont des taux de croissance absolument hallucinants et des bénéfices absolument hallucinants, ce qui, pour le moment, en tous les cas, justifie le niveau de valorisation des indices américains qui sont sur des records historiques. Alors justement, à quoi ressemblerait la trajectoire des indices US sans ces 7 valeurs ? Mathieu, par exemple. Après ça, je pense qu'on va l'évoquer tout à l'heure plus en détail, mais quand on regarde des indices élargis comme le NYSE ou des choses comme ça, sans même parler effectivement pour faire simple, quand on prend des gros indices de 2000 ou 3000 valeurs sur lesquels on écarte ou on lisse le poids des Nvidia et autres, l'histoire elle est pas du tout la même.
Après, il y a d'autres indices, des indices plus petits comme le Russell 2000 ou des choses comme ça qui, du coup, n'intègrent pas les 5, 6 ou 7 géants US. En fait, en performance, on n'y est pas du tout. Et c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a deux poids, deux mesures entre la bourse où sur beaucoup de compartiments, on est plus ou moins flat ou légèrement dans le vert cette année et les Nvidia et autres où ça prend 15% tous les mois, quoi. Depuis le début de l'année, le Russell est à 0. Et le S&P 495, en dehors des 5 plus grosses valeurs, il est à 0 aussi. C'est ce que j'appelle une hausse en trompe-l'œil. J'utilise aussi une expression en ce moment quand je parle d'Nvidia, je dis c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que ces dernières séances, on a des indices comme le CAC 40 ou le Dow Jones qui sont relativement lourds et un Nasdaq qui arrive à se maintenir sur ses plus hauts parce que Nvidia tire l'ensemble du marché à elle seule. Donc, je rejoins totalement Mathieu en backstage, si je puis dire. Il se passe pas grand-chose depuis 1 an. Et ce qui est intéressant du coup par rapport à ce que tu dis là, Nicolas, c'est justement, moi j'ai écrit un article dans la Bourse au quotidien qui est sorti hier matin précisément et intitulé le retour du présage d'Hindenburg. Alors c'est un nom un peu catastrophiste et voilà, c'est pas l'idée de crier au loup et de dire que tout va s'effondrer, mais c'est vrai qu'il y a des choses comme ça où vraiment en fait c'était quoi? C'était jeudi dernier, sur la séance de jeudi dernier, on avait le S&P qui était quasiment à moins 1% à un moment, et en fait il y avait que Nvidia qui prenait 6%, et tout le reste de la cote, en fait j'avais pris un screenshot dans l'article que j'ai publié du coup hier matin, qui résume parfaitement ça. C'était un screenshot Bloomberg où on voit toute la sphère du marché rouge, tout clignote rouge ou rouge clair, et il y a vraiment que Nvidia qui est en vert, et on l'a vu là depuis le début de la semaine où hier encore le S&P hésite et Nvidia qui est à plus 6. Et donc effectivement, ça c'est vraiment typiquement en fait quand il y a après est-ce que c'est comme en 2000, est-ce que c'est comme en 2001, et j'ai pas de boule de cristal, Nicolas non plus, personne ne sait de quoi l'avenir est fait, mais c'est vrai que il y a des parallèles qui me font un peu tiquer. Alors on y reviendra peut-être après, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de compartiments dans le reste de l'économie, des valeurs cycliques qui sont comme tu disais Nicolas, à l'image du Russell ou du S&P 495 qui sont flat depuis le début de l'année, et il y a beaucoup d'autres cycliques des géants du type McDonald's, Nike, ou même dans le transport, des UPS, FedEx, des choses où historiquement sur 100 ans, c'est eux qui drive, qui sont les vecteurs et Les les locomotives. garants, les Ouais. garants de l'économie. Alors en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment dans un changement de paradigme, et est-ce que tout le monde va changer? Il va vraiment y avoir que 5 valeurs qui vont. C'est déjà ce qui se passe depuis, post-Covid, et ça continue. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui moi m'interpellent pas mal, et il y a des théories boursières. L'idée de base, par exemple, c'est il y a la théorie de dos dans le côté analyse technique, trading, qui dit la théorie de dos classique, c'est des marchés font des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut pour être haussier. Il y a aussi quelque chose qui est moins connu, mais c'est le postulat qui veut que le dos transport soit toujours l'indicateur avancé du marché. Ouais. C'est-à-dire que le dos transport, quand on regarde post-Covid, c'est lui qui est reparti le premier avec Amazon, etc. C'est lui qui avait plongé évidemment le plus pendant le Covid, mais donc là en fait depuis, alors c'est pas nouveau, ça va faire quasiment 9 mois qu'on constate ça, mais le fait est que l'écart de performance relative entre particulièrement Nvidia et les UPS et tous les autres poids lourds du dos transport ne cesse de s'accentuer, et ça c'est vraiment l'une des caractéristiques justement du présage d'Hindenburg qui dit qu'en fait quand on a vraiment, alors il faut qu'il y ait une grosse proportion de valeur, mais c'est exactement ce qu'on a, parce que les cas de Nike, d'UBS, il y en a plein. Enfin, il y a du McDonald's, du Starbucks qui a été plombé avec l'envolée des cours du café. Il y a vraiment beaucoup d'exemples, et même toujours dans la tech, c'est-à-dire quand on regarde du IBM, du PayPal
ou des choses comme ça, c'est quand même pas la petite PME locale, et tous ces titres-là sont sur des plus bas de 52 semaines. Et ça, en fait, c'est typiquement quand on a une divergence de comportement dans ces marchés, c'est quelque chose qui est statistiquement pas sain. Donc voilà, donc l'avenir nous dira de quoi il retourne pour la suite, mais là aussi après, moi, je vais te laisser la parole, mais du coup en termes de saisonnalité, ce que tu disais au début de cet entretien là, le sell in May and go away, c'est vrai qu'en termes de statistiques historiques, les mois, on a les dividendes qui sont détachés, etc. Et la période mai jusqu'à fin octobre, statistiquement, Jusqu'aux élections américaines en ouais, et plus. en plus, on a les élections US après début novembre. Ouais. Généralement, la période fin du printemps jusqu'à Thanksgiving, c'est pas la meilleure en bourse. Donc évidemment, il y a des mois haussiers, il y a d'autres plus difficiles, mais voilà, ça fait pour moi une agrégation qui fait que j'ai du mal à me dire c'est pour ça que je disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence ce live là, pourquoi pas faire du livret A. Moi, j'ai pas mal c'est des choses, j'avais beaucoup de liquidités dedans pendant l'été. J'en ai à nouveau pas mal à l'instant T, et voilà. Donc Non, mais je comprends que beaucoup d'idées te viennent parce que c'est assez disturbing, comme diraient les Anglais. C'est spécial comme marché. Voilà, on sent bien que ça ne tient qu'à un fil, qu'à une poignée de valeurs. On sent bien qu'en backstage, aussi bien sur les autres valeurs dont tu as parlé, McDo est en train de lâcher. Effectivement, j'allais publier sur les réseaux à son sujet puisqu'on voit qu'elle est en train de perdre du terrain, Nike aussi. Donc, c'est quand même des poids lourds de la consommation américaine et qui montrent qu'il y a un essoufflement. On voit bien que les Américains ont repoussé le risque de récession en consommant à crédit. On a des buy now, pay later, donc le concept des Américains de s'endetter à court terme pour continuer de consommer qui est au plus haut historique. On a des taux de crédit revolving qui sont passés de 13-15% ces 10 dernières années à 15, puis à 18, puis à 21% désormais. Donc à un moment, il se pourrait que ça coince, d'autant plus quand on voit les chiffres de l'emploi américain qui commencent à se retourner. hmm. Donc on est dans une situation, voilà, qui est un peu malsaine, si je puis dire. Alors pour ceux qui aimeraient voir le verre à moitié plein, quand on regarde les prévisions des analystes de Wall Street pour les bénéfices des entreprises du S&P 500, on remarque qu'ils s'attendent en fait à une baisse de la croissance des bénéfices des Magnificent Seven jusqu'à la fin de l'année, mais à un relais du reste du marché. Donc de voir les bénéfices justement augmenter sur ces fameuses 95 autres valeurs du S&P 500. Donc on verra si ce relais existe ou pas, si c'était une chimère ou si un pan du marché arrive à mieux performer et à prendre le relais au cas où la thématique de l'intelligence artificielle se tarirait un petit peu. D'ailleurs, quand on regarde le nombre de fois qu'a été cité le mot intelligence artificielle dans les publications trimestrielles récentes, au deuxième trimestre 2024, on note un essoufflement. Ça a commencé en fait au premier trimestre 2023. Ça a été l'euphorie jusqu'au premier trimestre 2024. Et maintenant, ça se calme un peu. Voilà. Je dirais que le marché s'est réveillé d'un coup en se disant, ça y est, l'intelligence artificielle va tous nous sauver, va créer un nouveau pan de l'économie, va engendrer des bénéfices stratosphériques dans toutes les entreprises. Alors, je suis pas en train de dire que l'économie ne va pas bénéficier de l'intelligence artificielle dans les années à venir. Ça, c'est quasi certain pour la décennie à venir. Pas Mais autant que les investisseurs auraient pu croire, en tout cas. oui, mais disons que c'est le marché qui d'un coup se réveille et puis le valorise extrêmement cher. Donc maintenant, il faudra voir qui en profite réellement, qui le met en place rapidement, qui voilà, génère plus de bénéfices grâce à cela. Et je pense qu'il faudra un peu séparer le bon grain de l'ivraie, alors que pour l'instant, les flux sont allés sur toutes les valeurs tech un peu aveuglément et qu'il y a forcément des distorsions qui se sont créées. Comme tu le disais, Mathieu, on approche de l'été, après un début d'année plutôt pas mal et surtout, des très belles performances sur les 9 derniers mois. On a l'or qui a gagné 20-30 qui plafonne un peu, les cryptos qui ont gagné aussi beaucoup qui plafonnent un peu. On a le CAC 40 qui plafonne sous les 8 200 de 300 points.
On sent que, voilà, il y a besoin de respirer, les résultats sont passés, Nvidia est passé, les dividendes sont passés, et l'été est plutôt propice, à des prises de bénéfices, à des trous d'air, à des moindres volumes, et comme j'étais en train de l'écrire ce matin, c'est peut-être une période dans laquelle il faut faire une sorte d'analyse de portefeuille et de se dire: quels sont les mauvais élèves que j'aurais pas dû garder, qu'il faudrait que je coupe? Quels sont les bons élèves sur lesquels il faut que je prenne des bénéfices ou que je remonte mes stocks de protection? Comment, en fait, venir un petit peu nettoyer, organiser mon portefeuille pour passer un été tranquille, notamment si j'ai envie de partir en vacances à la plage? Mmh. Voilà, je pense que c'est une bonne période pour ça. Est-ce qu'on doit s'attendre à la rentrée à du coup, une baisse des taux comme beaucoup d'investisseurs, l'anticipent? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, on n'y est pas encore puisque l'économie reste assez résiliente justement, grâce à ce crédit qui stimule un peu l'économie? On va y venir, on va y venir aux baisses de taux. Heu, Simplement, on y viendra peut-être, graduellement, beaucoup moins rapidement que ce que le marché anticipait. Rappelons qu'en décembre dernier, les analystes, attendaient 7 baisses de taux de la Fed en 2024. On arrive au mois de juin, ils nous parlent de septembre et ce sera peut-être une baisse de taux symbolique si elle a lieu, si l'inflation ne remonte pas. Donc, dans tous les cas, baisse de taux, pas baisse de taux, c'est peut-être pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les promesses de baisse de taux. Voilà, tant Ouais, que le marché est dans un espoir de baisse de taux, il est drivé par ça. Maintenant, la question, c'est plutôt l'anticipation d'une baisse de taux, c'est quelque chose qui fait monter les marchés et a-t-on consommé ce potentiel haussier? Et à mon avis, on en a consommé, 95. ouais. Et parce que aussi quand tu regardes enfin généralement quand la Fed baisse ses taux, les marchés ils montent pas, contrairement à ce Exactement. que tout le monde pense. C'est justement ce que tu disais. C'est par contre ils montent effectivement dans les 6-9 mois précédents, dans l'anticipation de la chose. C'est ce qu'on avait eu du coup en 2023 par erreur et derrière quand ils s'étaient rendus compte que ils étaient allés un peu trop vite en besogne, bah ça avait tout perdu. Après il y avait l'IA qui était arrivée et qui avait donné un nouvel élan, mais du coup là, c'est pour moi le CAC à 8002, c'est justement dans cette perspective de ça y est, on va avoir 4 baisses de taux, etc. Euh, En fait, quoi, j'ai presque envie de dire que si on a des baisses de taux, je suis pas certain que ça va catalyser que ça va pousser le CAC à 8005 ou des choses comme ça. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de baisse de taux, alors il y a certains membres de la Fed, moi c'est pas ce que je pense, mais si on devait non plus pas avoir de baisse de taux tout court, aux États-Unis Ouais, il y a les élections, donc moi je pense qu'il va y avoir une baisse de taux avant, symbolique? ouais un peu symbolique justement pour passer un message, mais au fond de moi je pense qu'elle peut peut-être arriver après un trou d'air de marché en fait. C'est que je serais pas Ouais. étonné que dans la période, ce qu'on a dit, saisonnalité défavorable, etc., qu'on ait une baisse. Alors, j'ai pas de boule de cristal pour savoir de combien, mais effectivement, qu'on ait une baisse peut-être une ou deux fois, selon si le S&P a décroché de 10% ou plus dans l'intervalle. Derrière, va y avoir les élections et je suis pas sûr qu'on va en avoir plus avant novembre, en gros. Donc voilà. Après, ouais, après le reste, effectivement, ce sera. Enfin, j'ai pas. En général, moi, la bourse, je fais pas tellement de projections de Oui. perspectives au-delà de 3-6 mois, parce que pour moi, c'est du long terme. Alors, je suis un peu décrié pour ça parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas une vision à 5 ans ou des choses comme ça, mais voilà, moi, je Bon, il préfère est essayer de. difficile dans le monde actuel d'avoir des visions à 5 ans, hein. Quand on voit le Covid en 2020, l'interventionnisme exacerbé en 2021, la guerre en Ukraine en 2022, les espoirs de baisse de taux en 2023, tu as bien raison de naviguer à vue, je dirais, et de mettre à jour ton scénario au fur et à mesure. C'est ce que je fais moi aussi. Hem, de toute façon, ça fait 50 ans que c'est comme ça. À chaque fois qu'on a un plateau sur les taux d'intérêt, les taux sont élevés, pèsent sur les entreprises, pèsent sur l'économie, le marché du travail se détériore, la consommation aussi, ça pèse sur les résultats des entreprises et en fait, quasi pratiquement, quand on se met à baisser les taux, c'est que l'économie commence à se détériorer et ensuite les baisses de taux accélèrent au fur et à mesure que la dégradation de l'économie se renforce. Donc en fait, ces baisses de taux,
c'est peut-être un coussin amortisseur de la baisse pour empêcher que ça baisse trop vite. Mmh. Mais ce n'est pas un catalyseur haussier. Ce qui est assez fou avec la période actuelle et qui a engendré la distorsion dont on parlait tout à l'heure entre les prix et l'économie aussi, c'est qu'on a continué d'injecter des liquidités dans un marché, dans une économie qui soi-disant allait bien. En 2020, on est intervenu pour le Covid, les économies sont reparties en 2021 et malgré tout, en 2021, la Fed faisait encore du quantitative easing. C'est totalement débile. Donc on a gonflé les liquidités, on a engendré de l'inflation, inflation qui derrière est venue peser sur les particuliers et c'est comme si j'avais l'impression que les banques centrales avaient créé de la dette pour soutenir des marchés et enrichir les plus riches et que c'était la population derrière qui avait payé la note via l'inflation. C'est ce que j'appellerais le casse du siècle. En fait, les marchés boursiers, ouais, ça ne bénéficie qu'à finalement une partie infime de la population et l'inflation, elle est ressentie par les gens qui n'investissent pas vraiment, finalement. Ah bah complètement, 90 des marchés actions américains sont détenus par les 10 les plus riches donc on a inflaté en fait avec les politiques de soutien, des marchés immobiliers et des marchés actions qui étaient déjà hauts et on a généré de l'inflation qui est payée par le commun des mortels. Mmh. Heu, on voit d'ailleurs que les Américains sont arrivés au bout de leurs économies du Covid. On leur avait envoyé des chèques et ils avaient pu économiser et on est arrivé là ces dernières semaines, ces derniers mois sur la fin des excess savings, donc cette, manne d'argent qu'ils avaient mis de côté et peut-être avec laquelle ils ont pu continuer de consommer, s'ils avaient encore un petit peu de sous, alors que d'autres moins riches, eh bien, sont déjà à crédit. Donc on arrive au bout de ça et on va voir justement, à quel point l'économie américaine tient dans les mois qui viennent. Mais autre parallèle historique, depuis 1960, on a eu 7 ou 8 épisodes récessifs aux États-Unis. Dans 7 situations sur 7, une dégradation significative du marché de l'emploi sur plusieurs mois veut dire récession, veut dire baisse de taux, veut dire baisse des marchés. Donc je veux bien qu'on nous dise la fameuse phrase «This time is different», cette fois-ci c'est différent. Ça me fait assez sourire si vous voulez quand on a notamment des petits jeunes qui ont commencé à investir pendant le covid, qui ont 20-25 ans, qui voient la tech monter, l'intelligence artificielle monter et qui voient des quarantenaires, comme Mathieu et moi, dire, «Attention, attention les gars, ça pourrait baisser, ça pourrait consolider, faites attention, on est dans la stratosphère». On nous dit: «Non, c'est un nouveau paradigme». Non, 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 non. Quand on prend des graphiques historiques, quand on arrive à une telle concentration du top 10 des plus grosses valeurs du marché, comme on l'a eu dans les années 2000 ou dans les années 80, il se passe toujours quelque chose. Et la cyclicité, on peut pas toujours en fait, les marchés l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Et donc, quand on a des choses comme ça qui se mettent en place, où tout le monde est à l'achat, où on a une concentration des valeurs, où on a une distorsion avec l'économie, il se passe des choses. Après, ce qui a changé la donne, pour moi, grandement ces dernières années et encore aujourd'hui, c'est la liquidité permanente injectée par des banques centrales. Heu et bien évidemment, si ça se dégrade sur les marchés, l'économie, eh ben, ils sortiront de nouveau le chéquier, ils seront capables de faire du quantitative easing alors même qu'on aurait des taux encore élevés. C'est mon pari pour les années à venir. Mathieu, note-le, on en reparlera Ouais. dans 2-3 ans. Après, c'est une autre. Ouais, du coup, je pense que c'est la question du deuxième coup, ou la question derrière, c'est que moi, effectivement, et c'est l'une des grosses interrogations pour la suite que j'ai, et c'est pas nouveau en fait, parce que moi, en fait, rétroactivement, si je refais ce que je pense sur les marchés depuis maintenant 2 ans, je pensais vraiment qu'en fin 2022, on avait atteint un gros top, mais un top majeur comme 2001, comme 2007, 2008, des choses comme ça. Et le revirement des banques centrales, moi, je pensais vraiment que c'était quelque chose qui allait marquer un top de plusieurs années. Ouais, Ça a bien marché pendant le premier semestre derrière, sauf que après il y a eu l'IA qui est arrivé, Nvidia, etc., qui a fait flamber tout ce compartiment-là, ce qui se poursuit depuis. Mais c'est vrai que du coup, par rapport à la question de l'inflation derrière, c'est que effectivement, si on a un trou d'air
sur les marchés pendant l'été peut-être. Derrière, du coup, on va avoir effectivement les banques centrales qui vont peut-être baisser 2, 3 fois, 4 fois leur taux. Après, la question du QE ou de relancer des choses comme ça, pendant de cette hypothèse-là, c'est que ça relancerait l'inflation et que c'est tout ce qu'elles veulent éviter, et que cette période-là, quand tu relances l'inflation, que tu as des taux à 0 ou à 0,5, bah t'as pas trop de risques parce que tes taux ils sont relativement bas. Sauf que là, quand on part avec des taux où t'es en Allemagne à quasi 3%, le 10 ans US t'es au-delà de 4,5. Si ça se détend un peu dans les 6 mois, qu'on monte peut-être à 3,5 sur le 10 ans US ou des choses comme ça, partir de 3,5 ou de 0,5 comme il y a 2 ans, à mon sens, c'est pas la même histoire. Ouais. Et donc voilà. Donc ça, c'est une question ouverte, et je suis curieux de voir la suite dans les dans les années qui On viennent. pourrait Mais avoir une inflation qui se maintient autour des 3%, avec des taux qui se détendent, mais qui passent pas à 1 ou 2, mais qui restent à 3, 4 ou à 3. Et on pourrait avoir donc une inflation à 3, des taux à 3 ouais, et du QE en parallèle pour soutenir artificiellement. ouais, Des effectivement. trucs, enfin, je C'est une pense qu'on option. pourrait avoir du jamais vu, comme d'habitude. Ouais. C'est pour ça que c'est toujours un peu différent. Ouais, on a parlé un peu de la situation donc en France, aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on observe à l'étranger, par exemple au Japon? Est-ce qu'on a des situations qui sont similaires avec des bourses qui explosent et une économie qui stagne à côté? Oh bah, le Japon, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, eux, la croissance, ils connaissent plus depuis 10 ans, et ils sont en train de racheter l'ensemble de leur bourse via les actions et les ETF. Je sais plus quel est le pourcentage de détention des actions japonaises par sa banque centrale, mais ils sont en train d'administrer totalement leur marché actions, et c'est eux qui ont racheté leurs propres actions et fait exploser leur bourse ces dernières années, et qui l'ont soutenu à coup de quantitative easing, et ils ont encore des taux proches de 0, donc c'est totalement artificiel. Et puis leur monnaie s'est dépréciée de 35% en 1 an et demi. Ouais. Ouais. Donc les exportateurs vont bien et ils sont cotés en bourse, donc ils donnent une impression que tout va bien. Mais à côté de ça, ils ont une monnaie qui s'est dépréciée de 35%. Alors ils sont pas dans le cas de l'Argentine ou de la Turquie, mais bon, on parle quand même une des premières économies mondiales qui voit sa monnaie perdre 30%. C'est quand même pas sain. Donc en fait, les marchés sont artificiellement, alimentés par les banques centrales, partout. Bah, après, Bah oui. je sais plus, il y avait Warren Buffett qui avait dit il y a 9 mois, je crois qu'il investissait pas mal, enfin historiquement par rapport à ce qu'il fait justement au Japon. Euh, ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des compartiments. Bah, après, c'est peut-être plus des achats techniques, ce que tu disais, Nicolas, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la Chine ou des choses comme ça, dans l'idée d'un rattrapage. Après, nous, je sais, dans le service, par exemple, on était exposé à l'Inde avec un Oui. tracker pendant toute l'année dernière, et je l'avais revendu en fin d'année parce que on avait pris 40% sur un truc sans levier, donc il y a un Magnifique. moment, ça a continué. Le truc, c'est que ça doit être 15% plus haut encore aujourd'hui. Mais donc, oui, donc voilà, c'est vrai que moi, si je devais aller à l'étranger, ce serait peut-être toujours des achats plus techniques sur la Chine ou des choses comme ça, ouais. Où est-ce qu'il y a le plus d'opportunités, pour vous, à l'étranger? Bah, Bah, ouais. Chine pour ouais. moi. On en parlait en préparation de cette émission. Alors après, ça dépend du profil de l'investisseur. Par exemple, moi, je n'ai jamais aimé avoir de la Chine en portefeuille. Je vous donne un exemple simple. Il y a quelques années, la Chine a décidé que les sociétés qui vendaient de l'éducation et de la formation à l'éducation en ligne n'avaient pas lieu d'être et que l'éducation devait être gratuite. Du jour au lendemain, ils ont décidé ça. Les actions du secteur en question, elles ont fait moins 99% le lendemain. La Chine, elle fait ce qu'elle veut, en fait, chez elle, et notamment sur ses actions. Et elle n'est pas autant focalisée sur ces marchés que le sont les Américains qui ont toute leur retraite en actions. Elle était plutôt focalisée sur son immobilier et on voit qu'elle n'a pas trop réussi non plus. Euh, euh, mais même si je n'aime pas particulièrement détenir de la Chine, et que je pense qu'elle reste un petit peu fragile avec les bêtises qu'ils ont fait sur l'immobilier et construire des villes fantômes avec des millions de logements qui sont inoccupés qui valent 0.
Ces 6 derniers mois, la Chine a interdit les analystes des banques d'écrire des notes négatives, elle a interdit les fonds de shorter, elle a fait, forcer les banques à soutenir le marché, elle a elle-même acheté sur son propre marché actions et on connaît sa puissance et sa détermination. Donc il y a grosso modo 3 mois maintenant, 3-4 mois, janvier, février, je dirais, on a atteint un creux majeur sur les actions chinoises avec un interventionnisme exacerbé du marché chinois, de la politique chinoise. Donc on sait que si il y a une baisse, par exemple, généralisée des marchés, qu'on perd 10 en Europe, 10 aux États-Unis et 5-10 en Chine, s'il y a un indice qui revient sur une zone où on sait que, les politiciens sont là et pourraient, prendre des mesures pour soutenir le marché, c'est effectivement le marché chinois. Mmh. Ouais, après, enfin, du coup, après, pour compléter ce que tu dis, là aussi, moi, tu vois, j'en ai recommandé, etc. Mais c'est un tracker, c'est comme l'un de l'année dernière. C'est le tracker, c'est le PASI, c'est un truc sans Oui, il levier. est très bien. Et donc, tu vois, c'est pas un truc en levier 15 ou je sais pas quoi. Enfin, c'est sûr qu'il faut pas faire n'importe quoi, faut pas. Mais en tant que diversification, faire un peu d'or, de crypto, des choses comme ça, bah tu peux mettre à mon sens des billets, alors des petits billets ou voilà selon la taille des portefeuilles de chacun, mais je pense que pas en avoir, hein, si tu veux être investi, c'est un peu une erreur à mon sens. Ça fait 4 ans que ça baisse. Enfin, je sais plus, j'avais écrit 2-3 trucs fin 2023, début 2024 sur la Chine. Euh, ouais, voilà, en valo, les Alibaba, etc. C'est vraiment pas cher, euh, surtout encore plus comparativement à toute la tech US. Donc voilà. La question que je me pose aussi par rapport à la Chine, alors qu'on entend de plus en plus parler des manœuvres qui se font autour de Taïwan, c'est quid des actions chinoises cotées au Nasdaq en cas de prise de Taïwan par les autorités chinoises? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir une sorte de sanction de la part des États-Unis en bloquant ou en interdisant les cotations des actions chinoises aux États-Unis? Est-ce qu'on se retrouverait pas dans une moindre mesure, un peu, bloqué ou gêné à détenir des indices chinois ou des actions chinoises, en cas de Ouais, d'un grosses gros risque tensions de tensions contrepartie, ouais. géopolitiques. Un Voilà risque, ouais. et en fait, si tu veux, moi, en tant qu'investisseur, j'aime bien dormir la nuit. Non, mais ouais, c'est Donc ça, mais faut pas les mettre mais comme tu 100%. disais, Enfin, un petit bout, enfin c'est ça. voilà. Tu mets c'est comme, je sais pas, t'as des, enfin, moi j'ai des small cap, je vais pas aller mettre 100% de mon capital dessus. Donc, Bien comme sûr. sur le PASI, voilà, Tu mets c'est, 10 de ton portefeuille parce que faut- tu aimes bien la thématique et puis voilà. ouais. De toute façon, pour l'investisseur, alors ça, je le répète moi depuis des années, pour moi, l'investisseur moderne est un investisseur diversifié sur différentes classes d'actifs. On peut avoir 50, 60, 70, 80% d'actions ou d'ETF, françaises, européennes, américaines ou asiatiques. Et puis, on peut avoir 5, 10, 15% d'or et d'argent, 5, 10, 15% de crypto pour avoir voilà, une assiette, une diversification sur différentes classes d'actifs, sur différentes zones géographiques. Donc, quand on parle ici d'une idée comme la Chine, ça, voilà, ça Mhm. peut représenter 5% chez Ouais. certains, 20% chez d'autres. Et encore une fois, ça doit être une partie du portefeuille. Ouais, ouais, c'est ça. Après, moi, pour compléter ce que tu dis là, qui me semble intéressant, le côté diversification, c'est vrai que moi, je préfère en fait ne pas être tout le temps investi. C'est-à-dire que, par exemple, l'été dernier, j'étais parti en vacances, j'avais un mariage en Corse, j'avais tout blindé tous les livrets A, femmes, enfants, etc. Là, c'est un peu la même en toute franchise depuis 2 semaines, et donc je tente des petites choses, des petites small cap, des trucs comme ça, mais en fait, en gros, je pense que alors moi après c'est mon approche, mais c'est bien la diversification. Mais si tu as un capital d'1 million d'euros, bah effectivement tu peux mettre 100 000 ici, 100 000 ici, etc. Si tu as des trucs à 6 chiffres, bah enfin pour gagner un minimum, c'est-à-dire que si tu diversifies trop, enfin moi ce que j'essaye de faire c'est d'être au bon endroit au bon moment. Alors c'est peut-être con entre guillemets comme remarque, mais c'est franchement c'est pas évident parce que il y a le côté le risque d'être trop liquide à des moments, et si je suis en livret A et que le CAC va à 9000 points, bah je cours après le papier et je me dis zut, j'ai raté des trucs.
Et donc d'essayer d'être, à mon sens, au bon endroit au bon moment. Il y a des fois, il faut être sur l'or, des fois, il faut être sur les cryptos. Donc après, quitte à augmenter un petit peu ta pondération dans ta diversification sur tel ou tel compartiment qui te semble plus porteur à l'instant T. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je pense, dans la durée, tu peux générer de la performance qui se fait évidemment avec un peu plus de prise de risque à un instant T. Mais voilà, ouais, c'est un peu. Que toi, Mathieu, tu fasses ça parce que tu passes des heures devant les écrans et que te manger du graphique depuis 10-15 ans, je le conçois, moi de même. Après, si tu veux, pour moi, il y a deux types d'investisseurs, je dirais trois types grosso modo d'investisseurs en France. Il y a les traders particuliers qui font énormément d'opérations, qui font du court terme, des indices, du forex, des cryptos, du levier, des choses comme ça. Et on sait que là-dedans, il y a à peu près 90% des gens qui perdent de l'argent. C'est plus une passion qu'un gagne-pain. Et c'est pour ça que l'analyse technique de très court terme, le trading, etc., j'en parle de moins en moins puisque j'ai bien pris conscience en travaillant chez 3 brokers internationaux ces 15 dernières années que les gens ne gagnaient pas d'argent. Après, il y a l'investisseur dynamique. Ce dont tu me parles, toi, d'augmenter des poches, d'aller sur l'or en 2022, d'accumuler en 2023 et puis de prendre un beau 30% et puis peut-être d'accumuler, d'en lâcher un petit peu en 2024. Les cryptos perdent 60-70%, bah de passer de 5% à 15-20% dans le portefeuille et puis inversement, quand elles font x4, de rediminuer la poche. Et pareil sur les actions. Mm. Mais ça représente quelques, je dirais, centaines de milliers d'investisseurs en France. Ce qu'il y a, moi, ces 2 dernières années, je dirais, c'est que je note qu'il y a énormément d'entrants investisseurs long terme, enfin, de nouveaux investisseurs qui viennent en bourse, qui sont des gens qui constatent que l'inflation est trop élevée, qui constatent qu'en restant en livret A, ils se font grignoter par l'inflation, qu'une fois le livret A rempli, il faut mettre de l'argent quelque part, qu'il faut peut-être acheter des cryptos, des métaux, des actions, qui ne savent pas comment vraiment le faire et le faire bien, et qui souvent sont jeunes, parce qu'on a vu qu'il y avait énormément de jeunes qui se sont mis à la bourse ces 4 dernières années. Et à mon sens, pour ces gens-là qui ont un métier, qui n'ont pas le temps, l'expérience, les plateformes nécessaires pour pouvoir faire de l'investissement dynamique, l'important, c'est, d'avoir son métier, de mettre de l'argent de côté et d'aller acheter 50, 100, 200 € de métaux, de cryptos, d'actions et d'ETF tous les mois et d'accumuler dans les hausses, dans les baisses, que les marchés soient en haut, que les marchés soient en bas, qu'on soit en crise, qu'on soit pas en crise et de se donner rendez-vous dans 20 ans. Voilà. Ouais. Il en faut pour tout le monde parce que ouais, c'est pas du tout ce que je fais en fait. En gros, c'est qu'il y a des fois je vais être totalement investi, d'autres je vais être totalement liquide. Mais c'est comme tu dis, il en faut pour tout le monde et ouais, ok. Après, ces gens-là, une fois qu'on leur a dit ça, acheter un peu de tout le temps, toute votre vie, bon, bah, c'est bon, ils ont plus besoin de nous écouter dans des émissions ou de s'abonner à ma newsletter ou de faire des mouvements sur leur portefeuille. Donc, on va dire qu'on se concentre, nous, sur la catégorie du milieu qui sont les investisseurs qui aiment bien les marchés, dont c'est la passion, qui essayent au moins de faire la performance des indices, voire de surperformer un peu. Et c'est clair que pour ces investisseurs-là, se pose la question à l'heure actuelle, bah, d'alléger les portefeuilles, de nettoyer les portefeuilles, de créer des liquidités. Je te cache pas que bah, j'ai pris des bénéfices sur de l'or physique. Tu vois, ça fait des années que j'achète de l'or physique. L'or physique a gagné 35% en l'espace d'un an et demi. J'ai à 2 400 $ l'once mon oncle qui m'appelle, qui me dit: «Ah, j'ai lu qu'il fallait acheter de l'or, l'or ça a l'air bien, ça monte, etc.» Je me suis dit: «Ok, c'est bon, Allez, je c'est bon. vends.» Alors justement, est-ce que pour vous, l'or et les crypto-monnaies, donc qui sont tous les deux un peu et qui battent des records en ce moment, est-ce que ces deux actifs-là, leur hausse est corrélée ou pas vraiment? Mhm. Parce que beaucoup les Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que les cryptos profitent de l'ultra liquidité des marchés. Elles profitent aussi de la défiance des particuliers envers les systèmes politiques et des banques centrales. Elles profitent de leur corrélation avec le marché action et la thématique, tech, intelligence artificielle et cetera. Elles profitent des nouveaux entrants et des jeunes qui, achètent plutôt des cryptos que de l'or physique. Hem
et des flux des nouveaux entrants. Donc il y a une partie des choses qui font que les cryptos montent qui sont un peu les mêmes sur l'or, la diversification, l'envie de performance, l'envie d'acheter un actif haussier, l'envie de se protéger du système, et cetera. Les cryptos profitent des liquidités investies par les banques centrales, enfin déversées par les banques centrales. L'or physique, lui, profite des achats directs des banques centrales, puisque entre 2012 et 2021, on avait un niveau d'achat plutôt stable des banques centrales tous les ans. Et depuis 2021, trimestriellement, elles ont quasi doublé leurs achats et elles achètent à tour de bras, autant les banques centrales des pays développés que des pays en développement. C'est même surtout tous les Et BRICS, enfin tous les pays. potentiellement ceux qui veulent se dédollariser, il y a cette Exactement. thématique aussi là Ouais. qui se met en place. Donc c'est amusant parce que après il y a une distinction à faire. Il y a une distinction à faire et on l'a vu récemment avec les tensions géopolitiques, entre, Israël et Iran, c'est que, lorsqu'il y a eu des attaques, l'or est monté, les cryptos ont baissé. Parce que l'or est un véritable refuge, à mon sens, en cas de crise géopolitique et de tensions majeures, alors que les cryptos sont un actif risqué, totalement corrélé au risque aux indices boursiers. Donc en cas de réelle peur, l'or monte, les cryptos baissent. Et Et surtout, avec un gros levier, enfin les cryptos, oui, ouais, t'es sur le Nasdaq en enfin c'est un Nasdaq x3. en levier quoi. Donc En fait, tu superposes le graphique des cryptos et du Bitcoin et du Nasdaq x3, c'est une copie conforme. ouais. Et j'avais publié ça avec un Américain qui avait mis ça sur Twitter. Il disait, si tu marches comme un canard, que tu fais coin-coin comme un canard, que tu ressembles à un canard, c'est que tu es un canard. Et c'était de dire, bah en fait, le Bitcoin est un Nasdaq en effet de levier. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va changer, que ça peut devenir l'or numérique, que peut y avoir des utilités, que ça peut prendre un peu son essor et se décorréler de la notion de risque. Pour l'instant, jusqu'ici, là, au moment où on parle, 29 mai 2024, ça reste le haut de l'iceberg des actifs les plus risqués. Quand tout va bien, ça explose. Quand tout va mal, ça se prend une grosse tempête. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui serait plus risqué, acheter du Nvidia ou acheter, des crypto-monnaies? Kiff kiff. Bah, Kiff kiff. Je dirais même qu'acheter Nvidia est plus risqué aujourd'hui que d'acheter du Bitcoin. ouais. Moi, alors, ouais, j'achetais déjà pas Nvidia sous les 1000 $, voire je l'ai vendu. Enfin, j'ai acheté des turbo puts à 2 reprises et j'ai pas perdu d'argent parce que j'avais revendu la moitié à chaque fois et le solde a été sorti sur stop. Et donc oui, non, moi j'achetais déjà pas Nvidia à 800 ou 900 $, donc à 1150, non, mais bravo à ceux qui en achètent en tout cas. Et je préfère effectivement moi personnellement chercher des altcoins ou des petites cryptos quand j'ai des petits mouvements à prendre sur le Bitcoin ou des choses comme ça. Après, c'est le principe que si le Bitcoin prend 5%, bah peut y avoir, enfin c'est pas peut y avoir, il y a des altcoins qui vont en prendre 20 ou 30 dans les 48-72 heures en fait. Et donc ça marche dans les deux sens. Quand le Bitcoin perd 15%, bah ces altcoins ils peuvent perdre 50% en une semaine quoi. Donc il faut être conscient du risque, mais je préfère m'exposer indirectement à la thématique IA ou des choses comme ça via des altcoins que via du Qualcomm, du AMD ou du Nvidia. Voilà. Moi, je l'ai manqué, mais c'est que j'aime pas ça en fait. J'aime pas les actions à la mode dont tout le monde parle, où il y a une hype, une mode. On sait que c'est dangereux les modes. On sait que ça peut Ouais. monter en mode complètement débile et faire x40 avant d'être divisé par 3. Et c'est On sait sûr, ouais. jamais quand ça va exploser, une bulle. On sait que ça sent le savon, mais on sait pas quand ça va exploser. Après, moi, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure. Là, moi, j'ai toujours en tête que le côté enfin, enfin, par rapport à Hindenburg, ce qu'on disait tout à l'heure, là, il y a vraiment une divergence, même au sein du Nasdaq, ce qu'on disait avec, par rapport au taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est soit, en fait, les taux d'intérêt vont se détendre fortement, et alors, pour le coup, Nvidia ira peut-être à 1500 $ ou à 2000 $. Et voilà, respect à ceux qui achètent à 1100 $.
soit en fait même dans le Nasdaq 100, quand on enlève les 5-6 premières, donc les Qualcomm, Broadcom, enfin tout ce qui est lié à l'IA ou aux puces ou des choses comme ça, il y a du Intel, il y a juste à regarder Intel, elle baisse depuis 3 mois, du PayPal, elle baisse depuis 3 ans. Enfin, le nombre de valeurs comme ça dans le Nasdaq 100 qui est sur des plus bas, pas seulement annuels, mais de plusieurs années. Et ça, pour le coup, c'est assez logique avec le niveau de l'obligataire. C'est-à-dire que là, sur les US, on est à 4,70 quasiment. Normalement, les valeurs de croissance, ça aime pas les taux à quasiment 5%. Donc là, voilà, le marché nous dit l'inverse grâce à Nvidia en premier lieu, dont acte parce que effectivement ils ont des dynamiques de croissance, de rentabilité qui moi me scotchent un peu, mais pourquoi pas. Mais voilà, après faut à mon sens pas oublier que pour 80% du Nasdaq et de la cote US, c'est pas du tout la même histoire, quoi. Et avec, comme on l'a dit, sur plein de compartiments, des Starbucks avec le café, enfin, où il y a un effet ciseau sur les marges, où j'ai du mal à me dire comment les boîtes qui dépendent du prix, enfin, dans la construction avec le cuivre, ou voilà, j'ai du mal à me dire que c'est ces boîtes-là qui vont faire, enfin, dont ce que tu disais Nicolas là, dont les attentes de bénéfices on va avoir une Ça va surprise être à la hausse. difficile de les améliorer, ouais. Bah, disons que si ces boîtes-là ont fait les bénéfices qu'elles faisaient quand on avait des taux à 3%, avec un cuivre 25% plus bas ou des choses comme ça, Ouais. je vois pas. Alors sauf si ils virent 30% de leurs effectifs ou des choses comme ça, où il y a des buybacks ou des trucs comme ça. Mais enfin voilà. Et d'ailleurs, buyback, c'est ce qu'on a vu avec Apple, où quand Apple monte, c'est parce qu'il y a un buyback qui fait prendre 6% de l'action. Nvidia, ok, il y a des bons résultats, mais qui en fait serait presque en ralentissement par rapport à la surprise qu'on avait eue sur les publications antérieures. C'est-à-dire que antérieurement, enfin, on sent que ça surprend, mais ça surprend de moins en moins en termes de proportion. Ouais. Alors évidemment, étant donné la market cap, bah, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est surtout le split ou des choses comme ça qui favorisent la liquidité, et en tout cas à mon sens qui explique les nouveaux, enfin les 20% que l'action a pris là depuis une semaine. Mais Donc de toute voilà. façon, dans les phénomènes d'euphorie, on voit toujours des choses qui sont totalement anormales. Dans le maintien des valeurs tech ces derniers mois, c'est soit des annonces de dividendes, soit des rachats d'actions, soit des splits. Donc c'est que des stratégies Donc, pas forcément comptables ou autres ou de baisser le prix de l'action pour la rendre plus abordable, qui ont fait monter ces titres-là plutôt que des améliorations de leur business. Alors après, Nvidia, elle a cassé la baraque. Bravo à tous ceux qui en ont acheté. Bravo à tous ceux qui en ont encore. Mais on n'oublie pas que c'est une action qui, dans sa vie, a déjà perdu 3 fois 50%. Mm. Et que c'est une action cyclique et qu'elle dépend énormément de la croissance, et notamment d'une croissance continuelle de l'IA dans des proportions gargantuesques. Donc, je me souviens d'Apple il y a maintenant 7-8 ans. Je crois que c'était 2014 même, il y a 10 ans. Apple battait ses résultats tous les trimestres. Elle faisait mieux que prévu et elle faisait mieux que la meilleure estimation. Donc on s'était habitué à ce qu'elle batte la meilleure estimation. Et un jour, Apple publie ses résultats. C'est meilleur qu'attendu. C'est meilleur que la meilleure estimation. Mais à un pourcentage moins élevé que les fois précédentes. Et ben ça a suffi pour faire un top de marché sur Apple. Derrière, elle a perdu 50%. Avant de reprendre son trend de long terme quelques années plus tard. Donc, on n'est pas à l'abri à ce qu'à un moment donné, Nvidia publie des chiffres un petit peu inférieurs aux attentes ou en ligne avec les attentes, que ça déçoive, que tout le monde sorte. Il y a plein de gens en plus. Qu'est-ce qui fait que cette hausse, elle est complètement un peu irrationnelle? Bah, c'est les ODTE, les options journalières aux États-Unis. Il y a plus de 50% des volumes qui se font sur des paris optionnels qui durent 24 heures. On est dans de la bourse gambling. Les mecs se lèvent le matin, ils achètent des options pour dire « Ah, on va tous jouer à l'achat ». Et vu qu'ils le font, ça augmente et ça monte et ça monte. Mais
Inversement, le jour où tout le monde prend peur, il y a une mauvaise news et l'action fait -10 et puis derrière, il y a un effet, boule de neige, elle peut faire -30 en une semaine. Mmh. Et surtout D'ailleurs, après, elle l'a fait, hein, elle est ap passée de 1 000 à 700 puis elle est repartie ensuite, ap Et pour revenir après, tu toute la hype au-delà, parce que c'est vrai que tu la hype à court terme au-delà de Nvidia, mais c'est vrai que moi, tu vois, il y a du temps où j'avais pas d'enfant, je jouais à des jeux genre World of Warcraft ou des trucs comme ça. Et à l'époque, donc, tu avais pour les cartes graphiques, les Nvidia, les AMD, enfin tout le monde ah se bah tirait oui, la bourre. Et là, en fait, tu as l'impression qu'il y a que Nvidia qui est seul au monde. Alors à l'instant T, c'est le cas, et c'est pour ça que l'action explose. Mais je crois que c'était en début d'année où tu commençais à avoir des bruits. Alors je crois que c'était Microsoft ou je me souviens plus de quel géant US, mais en gros, il y a un monopole à l'instant T qui justifie, enfin, qui explique des projections de perspectives de bénéfices assez hallucinantes, mais je suis pas sûr que personnellement que leur monopole à Nvidia dans 5 ans on sera dans la même situation. Je pense que les AMD et tous les autres ils vont peut-être réinternaliser ou moins passer, tenter de moins dépendre de Nvidia. Et alors après seul là encore l'avenir nous le dira, mais à mon avis il y a cette épée de Damoclès là sur le dossier qui est à moyen terme qui est sous-estimé selon moi par le marché. Et dernière, pour compléter sur les géants de la tech, là, ce que disait Nicolas sur les Apple, faut pas oublier que même après les résultats d'Apple, il y a Warren Buffett qui vend, chose qu'il n'avait pas fait. Alors ça veut pas dire qu'il a tout vendu, mais il a commencé à s'alléger, chose qu'il n'a pas fait ouais. depuis 15 ans. On voit sur Amazon, Bezos, c'est pareil, il s'allège. Alors, Elon Musk, c'est pas nouveau avec Tesla par rapport à Twitter ou d'autres choses, mais voilà, c'est des choses à mon avis à garder en tête et voilà. C'est des petits warnings qui s'allument les uns après les autres, Ouais. et qui nous laissent entendre que voilà, faut il y a peut-être de quand on voit des milliardaires et des fonds sortir en pleine hype, alors que ce sont les particuliers qui rentrent en effet de levier via des options qui engendrent une hausse, très rapide, voilà, ça fait réfléchir. Et puis pour finir avec Nvidia, on peut constater qu'en Chine, là, depuis 2 3 jours, il y a des news qui sortent comme quoi Nvidia pourrait baisser ses prix sur ses cartes en Chine parce qu'il y a, de la concurrence avec Huawei. Mmh. Donc Ouais, je guerre pense des que prix, concurrence, suffit qu'à un moment donné, il y ait un peu moins de croissance que la croissance stratosphérique, qui est sortie jusqu'ici et on ira combler certains des gaps qu'on a laissés ouais. ouverts sous nos pieds assez rapidement. Et je me souviens parce que moi, dans ce que je racontais là, j'avais eu des puts à 2 reprises sur Nvidia cette année. Et il y en avait les derniers, c'était à la mi-avril. Et je me souviens parce que en fin d'après-midi, je partais exactement, pour tout vous dire, au parc Astérix en famille. Et j'avais toujours les soldes de puts ouverts et ça avait décroché les Nvidia le vendredi de plus de 10%. Je crois que c'était le 19 avril ou quelque chose comme ça, juste parce que TSMC, enfin dans le secteur, la croissance avait ralenti. Alors il y avait une conjonction d'éléments moi que j'aime bien, enfin à la fois technique, de news, etc. Tout s'était aligné et heureusement entre guillemets j'avais pu encaisser une partie de mes gains parce que derrière, comme je le disais, le solde a été pris sur stop avec antérieurement en tout cas enfin dans la poursuite de la hausse dans tous les cas. Mais on voit bien que ça peut, il y a l'adage aussi le célèbre adage, les marchés prennent l'escalier pour monter, l'ascenseur pour Ouais. descendre. Alors en plus là je regarde en parallèle ce qui se passe. On a bien choisi la date, mais voilà, les marchés décrochent un peu et ça montre que ça va statistiquement plus vite à la baisse qu'à la hausse. Et donc, vu les mouvements sur Nvidia, là aussi, j'ai vraiment envie de voir ce que la suite va donner. Parce que si ça doit se produire sur Nvidia, je pense que ça peut être intéressant à suivre, on va dire. Après, Marie-Constance, sur ces sujets brûlants, c'est intéressant de discuter, de dire voilà, est-ce que j'en ai, est-ce que j'en ai pas, est-ce que j'ai investi dessus, est-ce que j'en ai shorté un moment? Moi aussi, j'en ai shorté un moment et j'ai perdu d'ailleurs sur Nvidia. Mais en fait, en ce qui concerne mes stratégies d'investissement et de long terme et ce que je préconise à mon lectorat, bah, Nvidia, j'y touche tout simplement pas. La question, c'est pas on n'a pas besoin d'avoir un avis sur tout. On n'a pas besoin d'être haussier ou baissier. En fait, moi, je vois Nvidia, je comprends pas, c'est stratosphérique, c'est une hype, ça monte trop vite, c'est parabolique, donc ça peut faire des -30 comme ça peut faire des +30, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je ne fais pas.
Voilà. Je veux pas faire celui qui dit, «Oh là là, ça va chuter, c'est du grand n'importe quoi, c'est de l'euphorie» et cetera. C'est spécial, on peut faire des parallèles avec le passé. En attendant, c'est une boîte qui a fait x6 sur son chiffre d'affaires, qui génère un cash de folie, qui est bien placé sur l'IA qui est à la mode en ce moment. Je suis pas dedans, j'en veux pas. Est-ce que ça va baisser? Je ne sais pas, mais je préfère aller faire d'autres choses ailleurs sur lesquelles j'ai des setups, des configurations, Des 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 convictions des des meilleures, ouais. convictions, voilà, sur lesquelles je me sens bien, encore une fois. Et pour revenir sur le sujet du Bitcoin, est-ce que selon vous, Mathieu, hein, vous qui suivez de très près les crypto-monnaies, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même un potentiel de hausse qui reste important en 2024 ou est-ce qu'on est un peu arrivé au bout? Il y a déjà eu l'ETF Bitcoin qui avait son entrée à Wall Street, il y a eu le halving aussi en avril. Est-ce qu'on estime qu'il y a encore un potentiel ou au contraire là, on est pas au bout? Bah, alors moi, c'est quelque chose que du coup que j'anticipais depuis un an. Autant le rebond du Nasdaq, j'étais prudent, autant je me disais que si le Nasdaq doit pas baisser, je pense que va y avoir un rebond du Bitcoin, des cryptos, enfin des altcoins en général. Et depuis un an, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'arrivée, la perspective de l'arrivée des ETF. Le halving, évidemment, là, le mois dernier, mi-avril. Et donc, désormais, la question qui se pose, effectivement, c'est si le Nasdaq doit perdre 15%, j'ai du mal à me dire que le Bitcoin va aller à 100 000 pendant l'été ou des choses comme ça. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que si jamais on doit avoir une correction, je pense que va y avoir plus de flux qui va revenir vers le Bitcoin et les cryptos que sur le Nasdaq. Alors, ça a déjà été le cas ces derniers mois sur certains compartiments, certaines cryptos, mais voilà, moi je serais assez prudent. Alors ça fait déjà depuis fin mars, mi-mars que je pense ça, et voilà, je serais assez prudent sur le Nasdaq. Nvidia me donne tort du coup dernièrement, mais pour le coup à l'inverse sur les cryptos, il y a pas mal de trucs qui montent dans le plus ou moins dans le même momentum que Nvidia du côté des cryptos. Donc voilà. Ok, et Moi, donc, je sais pas, dire si ça va monter ou si ça va pas monter. Ce que je pense, c'est que pour l'instant, il y a quand même des cycles sur les cryptos qui sont extrêmement bien respectés, des bull run, des bear market. Le Bitcoin vient de faire x4, il se tape la tête sous ses plus hauts. Faudrait une sacrée dose de positivité, d'optimisme, de liquidité pour qu'il casse les 75 000 et qu'il s'envole à 120 ou 150 comme certains le pensent. Je pense qu'il est nécessaire pour un investisseur en 2024 maintenant d'avoir au moins un petit peu de crypto. Je pense qu'il est préférable pour un investisseur de faire du DCA sur les cryptos et d'en acheter en fait tous les mois et ce pour les années qui viennent parce que la question c'est pas est-ce que le Bitcoin va être plus haut ou plus bas à la fin de l'année 2024. La question c'est au cas où les cryptos se démocratisent et que la capitalisation boursière passe de 2 milliards à 10 milliards dans les 10 ans qui viennent. Est-ce que j'en veux en portefeuille quel que soit le prix? Et si on est super positif sur les cryptos, qu'elles respectent leur cycle et qu'avec le fait qu'il y en ait de moins en moins qui soient disponibles et de plus en plus de gens qui veulent en acheter, eh ben, il est légitime de se dire qu'un jour un bitcoin peut valoir 200, 300, 400 ou 500 000 $. Or, imaginons que dans 10 ans on soit à 500 000. Cette discussion de savoir s'il faut acheter du bitcoin à 30 ou à 70, bah, on se rendra compte à quel point elle était ridicule, si je puis dire. Puisque, Ouais, mais après, non, mais tu vois? C'est pour ouais, ouais. ceux qui y croient vraiment dur comme fer et qui se disent, «Je pense que le bitcoin sera vraiment beaucoup plus élevé que le cours actuel dans 10 ans», que tu achètes à 50 ou à 70, Bah après, c'est ouais, chaud. moi je fais pas vraiment ce que je disais avant. Je fais pas du buy and hold, enfin que ce soit sur les actions. Enfin vraiment, j'essaye un minimum de timer. À tort ou à raison, c'est pas le propos, mais Mmh mh. effectivement, si je pense que, enfin, je vais avoir tendance à acheter plus d'altcoins si je pense que le Bitcoin peut prendre 30% que, à l'inverse, si je pense qu'il peut en perdre 30. Mais effectivement, après, je Dans tous comprends les cas, le. moi, je serais très fortement acheteur du bitcoin si le marché venait à perdre 10 et le bitcoin 20-25. Voilà. d'accord. Alors, si vous aviez donc 3 actions ou 3 actifs à choisir, soit à acheter ou à conserver, en tout cas en 2024, lesquels, vous choisiriez? Alors
Encore une fois, si on revient sur le profil d'investisseur dynamique, comme tout à l'heure, j'aime bien la notion de les crises sont des opportunités. La crise des valeurs tech en 2022 les a fait chuter de 30 à 40. C'était une opportunité. La crise sur les bitcoins entre 2021 et début 2023 où on perd 85, c'est une opportunité. La crise de la Chine pendant 3-4 ans où ça chute et où en début d'année les autorités se mettent en face et où ça arrête de baisser, c'est une opportunité. Donc ce que je recherche, c'est d'aller sous le capot des marchés qui globalement sont sur des plus hauts historiques et ne font que monter, pour aller chercher des secteurs ou des valeurs qui auraient, sous-performé plus que de mesure et qui pourraient reprendre un petit peu du poil de la bête. Et si on est dans une optique de baisse de taux d'intérêt ou d'anticipation de taux d'intérêt ou de promesse de taux d'intérêt, comme on le disait tout à l'heure avec Mathieu, il y a un pan du marché sur lequel peut y avoir des opérations intéressantes à faire, c'est les small caps, d'une part. Beaucoup souffert cette année. Donc les small caps, je pense qu'il y aura des OPA, je pense qu'il y aura des retraits de la cote, des OPR parce que, bah, justement, on est arrivé sur des niveaux de prix tellement faibles qu'il y a des sociétés qui sont détenues par des familles qui les retirent de la cote. Il y a des groupements d'investisseurs qui rachètent des actions, qui font des OPA parce que justement, ils se disent qu'elles sont pas chères du tout. Hem Et plus particulièrement dans les mid cap des valeurs qui ont beaucoup souffert d'un double effet, d'une part de la hausse des taux et d'autre part, d'un effet de bulle, c'est les valeurs du secteur renouvelable. Énergie renouvelable, on avait Albioma il y a encore quelques années qui a été retiré de la cote justement, il y a 1 an et demi. Et il y a Neoen et Voltalia qui sont 2 titres qui ont beaucoup baissé entre 2022 et début 2024 et qui à mon avis sont des opportunités intéressantes. C'est des valeurs qui ont eu, voilà, un énorme intérêt des investisseurs en 2020-21. Il y a une bulle qui s'est formée et quand en 2022, c'était des sociétés qui ont un peu déçu sur la croissance, qui étaient surendettées, qui avaient des taux d'intérêt élevés qui venaient pressuriser, c'était un effet ciseau et elles se sont fait dégommer. Elles ont perdu moins 80. Et elles sont en train de se retourner avec des volumes très intéressants. Donc je me dis que, si les marchés baissent et qu'elles baissent un peu, je pense qu'elles baisseront moins que le reste du marché parce qu'elles restent basses. Et si les marchés tiennent ou stabilisent, je pense qu'elles tireront leur épingle du jeu. Donc dans une optique d'avoir quelque chose qui surperforme en portefeuille, j'aime bien cette thématique, des énergies renouvelables. Ouais, et c'est marrant parce que ouais, j'en parlais d'ailleurs en début de semaine moi aussi et alors pas forcément Voltalia mais en tout cas Neoen avec l'aspect en soutien de baisse de taux, c'est-à-dire que si effectivement là les taux remontent dernièrement, mais si ça commence à se gripper que le CAC revient à 7005 ou des choses comme ça ou plus bas, va y avoir un flight to quality et donc les obligations vont retrouver des acheteurs. Et donc, s'il y a une baisse de taux ou une temporisation, tous ces segments endettés pourraient effectivement reprendre du poil de la bête. Et puisqu'on est sur des segments très endettés, donc ouais, c'est vrai que moi aussi j'aime assez bien Neoen. C'est des choses que je surveille. Et après, sinon, personnellement, donc hors livret A, comme on l'a dit juste avant, non. Après, moi, j'aime bien. Alors, en début d'année, j'avais acheté pas mal de mid et small cap, comme sur la Chine, parce que c'est ce que j'avais dit depuis la fin 2023, début 2024. Je m'attendais à un effet de rattrapage et qui s'est pas mal produit sur pas mal de dossiers avec des jokers en OPA, des choses comme ça, sur Believe, il y avait Micropole aussi ou des choses comme ça. Et maintenant, en fait, à l'instant T, il doit me rester 3-4 valeurs, mais c'est des soldes. C'est-à-dire comme ce que je disais sur Nvidia, moi j'aime bien quand j'ai raison au début, j'encaisse la moitié de mes gains et je laisse courir le solde avec ce que j'appelle du stop zéro. C'est-à-dire dans le pire des cas, il se passe ce qui s'est passé sur Nvidia, je prends 15% ou 20% dans la baisse et le solde il se fait stopper à moins 15 et ça me fait flat sur l'ensemble. Et là, moi j'ai du Maison du Monde, du SMCP, mais sur lesquels j'ai déjà pris 10-15% et j'attends de voir si mon stop est atteint sur le solde ou ce qui me conduirait à sortir flat.
ou si on va avoir des recoveries, mais c'est vrai que là, par ces derniers jours, enfin depuis la fin de semaine dernière précisément, depuis mercredi, jeudi dernier, j'ai pas mal de dérivés short enfin dans la partie PEable, j'ai du BX4, des trackers short sur le DAX, le DSD, du DSP5 sur le S&P 500. Ouais, t'es équipé là. Ouais, bah voilà, j'ai pas enfin, je suis plus en mode couverture Protection, ouais. que d'aller chercher. Enfin voilà, Oui, il y a quelques dossiers que je regarde, mais je suis pas forcément très à l'aise. Donc j'achète pas le CAC Small Cap au cours actuel. Le ouais, CAC voilà, Small Cap, bah, j'ai fait une newsletter dessus en janvier 2024 et je disais il y a un potentiel de rattrapage et il a pris 15% depuis et je crois que c'est il y a 2 jours, je le publiais, je disais on est sous résistance. Faut savoir remonter ses stops, donc ce que tu fais sur tes lignes c'est marrant parce et que ouais, le prendre. CAC Small, c'est là moi aussi vendredi dans mes services, enfin dans la bourse au quotidien pro spécifiquement où on achète, on est en cash action, PEA, etc. Je leur mettais le graphique du CAC Small où pour le coup on avait un report de range. On a pris Ouais. effectivement là surtout depuis la mi-avril, on a vraiment surperformé le CAC. Et donc il y a quelques dossiers comme SMCP, comme Maison du Monde ou des choses comme ça compris 10-15%. Maintenant, voilà, faut pas oublier, c'est comme tout, c'est que si le CAC retombe à 7005 pendant l'été, bah, les small, elles vont perdre 10 ou 15%. Ouais. Donc voilà. Ok, donc Ah, vous surveillez les small quand même, qui ont beaucoup baissé et donc qui pourraient retrouver un peu du poil de la bête il prochainement. y a des rattrapages à faire, ouais, potentiellement, et puis des achats sur repli en cas de baisse des marchés. Dis donc, si tout perd 10 à 15%, on va préférer acheter de la Chine, des small et des énergies renouvelables que du Nvidia et du Nasdaq sur repli. Et avec la hausse de l'or, est-ce que vous êtes positionné sur des minières ou pas trop? Alors moi là-dessus, la réponse est rapide. Je l'ai toujours déconseillé et je ne l'ai jamais fait parce qu'en fait, quand on va sur les minières juniors, on peut avoir effectivement une sorte d'effet de levier. L'or prend 10, elles prennent 30 et ça peut être appréciable. Encore faut-il avoir la bonne. Et j'ai eu tellement d'expérience en 20 ans de bourse où l'or monte et on n'est pas sur la bonne minière, où où elle fait un rachat de concurrent mais elle le fait trop cher donc le marché n'apprécie pas et où le cours baisse. Ça a été tellement frustrant de voir mon scénario sur le métal jaune se réaliser, mais mes gains ne pas suivre, que je me suis dit: «Non, maintenant quand je suis aussi sur l'or, j'achète de l'or, en ETF, en physique ou autre, mais je vais pas m'amuser à aller sur des minières». D'accord, donc l'or vaut mieux le détenir en version. Moi, en tous les cas, je le fais via ETF ou en or physique ou en effet de levier via des turbos ou varants. Mais je préfère acheter un turbo avec, illimité dans le temps avec une barrière lointaine et un effet de levier faible de 2 ou 3 que d'acheter des minières. D'accord. Bah, alors pour le coup, bah c'est bien, on se complète parce que du coup, nous, bah dans le service Agora Trading Lab là, avec Philippe, c'est vrai que depuis un an, on attendait une envolée des matières premières, or, argent spécifiquement, cuivre aussi dans une moindre mesure. Et c'est vrai qu'on a pas mal de minières, bah, comme tu disais Nicolas, qui ont explosé. Alors on a eu une période pas facile parce que ça a mis du temps à se confirmer en fait. Ouais, C'est que moi, ce matin, par exemple, j'étais sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, tu sais, ouais, Nicolas, de Société Générale, là, où on s'était d'ailleurs croisé, je crois, avant que tu oui, partes à la oui, Réunion oui. à l'époque. Et c'est vrai que, bah, en fait, j'en venais presque à me faire charrier par Jean-Louis Cussac, que je salue au passage s'il nous écoute, mais c'est qu'en gros, à chaque fois que je venais dans les émissions, c'était pour parler de l'or, de l'argent, de Newmont Mining, de Barrick Gold ou des choses comme ça. Et je renouvelais pas tellement mon stock parce que je pensais vraiment qu'on allait avoir une impulsion qui a fini par se produire là dans les 3 derniers mois. Mais c'est vrai que cette impulsion, je l'ai attendue pendant le deuxième semestre 2023, avec pas mal d'échecs, de faux départs, notamment début décembre 2023, où je pensais vraiment à l'époque
que c'était le top départ, et quand l'or avait fait une importante mèche, enfin un spike, ce qu'on appelle le lundi matin à l'ouverture à minuit en Asie, on était passé de 2050 ou 2020 la veille, enfin le vendredi à 2130, et au final ça avait marqué un top de 3 mois. Et en fait, dans ces mouvements-là, quand ça n'avait pas confirmé, toutes les minières, c'est un peu ce que tu disais, Nicolas. Toutes les minières, elles continuent à baisser, et elles n'y allaient pas parce qu'en plus on avait un effet ciseau avec les taux qui était pas idéal, etc. Et donc pendant plusieurs semaines, on a eu pas mal de lignes en moins-value latente, voire au point bas. On devait avoir 7-8 lignes sur la douzaine qu'on a, qui étaient à des moins 30, des choses comme ça. Donc c'était pas la meilleure période en toute franchise, et voilà. Et heureusement que ça a fini par se confirmer. Et le pendant inverse de ce que tu disais du coup là encore, c'est que les moins 30 aujourd'hui, on est à plus 80. Et ça va super vite. Moi, le premier, je pensais pas que ça irait même en toute objectivité aussi vite. Alors, ça m'a pas surpris l'impulsivité sur l'or quand on est passé de 2000, enfin qu'on dépasse les 2100, qu'on aille assez vite à 2003-4. Ça m'a pas surpris. Ça m'a pas surpris sur l'argent, dans la réplique, voilà. Et après, c'est vrai que sur l'effet de rattrapage sur pas mal de minières, aurifères notamment, mais aussi sur l'argent, on a vraiment, c'est comme les cryptos avec le Nasdaq, c'est qu'on a vraiment des trucs qui étaient à 4 $, qui sont à 9 $ aujourd'hui, qu'on fait x2 depuis les creux de février, en fait. Donc, mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que c'est déjà, alors quand on est pro et qu'on connaît et qu'on va chercher les bons dossiers, ça va, et disons qu'il faut avoir les reins solides. En fait, pour moi, c'est déjà tellement difficile d'accumuler des métaux dans le temps avec les tentatives haussières, par exemple, de l'argent qui, pendant 2 ans, 3 ans, latéralise. C'est déjà tellement dur psychologiquement de continuer d'en acheter alors que les indices montent et que l'argent bouge pas. Et ensuite, cette hausse, elle se fait sur 3 semaines. Et en 3 semaines, en fait, bam, t'as plus 30%, ton scénario se valide, mais combien de mois de questionnement, de remise en question, de doute, de frustration avant d'être validé dans son scénario. C'est un peu comme celui qui short le CAC, si tu veux. Tu vas avoir raison ou tu vas avoir tort pendant des semaines, et puis à un moment donné, en 15 jours, on va retracer 6 mois de hausse. Donc, si on sait le faire, si on a les nerfs, si on a le plan qui va avec grand plaisir. Après, ouais, c'est vrai que c'est une question de conviction, et c'est vrai que aussi, c'est vrai que ce que je disais juste avant, en toute franchise, ça n'a pas été facile à gérer, parce qu'avec Philippe, dans le cadre d'Agora Trading Lab, on fait des lives bi-hebdomadaires, et donc évidemment là, tu te répètes. Non, mais depuis 2 mois, évidemment, c'est un peu le pays des bisounours, et tous les nouveaux clients nous disent est-ce qu'on peut acheter, je leur dis moi je serais plutôt tenté d'acheter sur repli. Ça fait 9 mois que je vous disais allez-y, et quand on était à moins 30, je disais faut pas mettre la baraque, mais est-ce que vous me demandez si j'y crois? Je répondais oui, j'y crois encore. Donc on est en moins-value, ça veut dire on sort pas, on va pas moyenner à la baisse ou faire des choses comme ça, mais ça voulait pas dire non plus faut sortir. Et à l'inverse, donc voilà, quand ça confirme, c'est un peu très vite un problème de riche de savoir si je prends la moitié de mes gains à plus 50 et je laisse courir un solde ou voilà, il y a pire désormais, mais pour en terminer là, juste par rapport à l'or et à l'argent, je pense quand même que là, surtout vu l'orientation de l'obligataire là depuis 2 semaines, c'est que là aussi il faut garder pour le côté thématique, c'est que moi en fait je m'attendais à ce qu'on ait ce mouvement là de l'or et de l'argent de manière concomitante à une détente des taux. C'est-à-dire que normalement, en fait, pour repartir un petit peu en arrière, quand les taux sont remontés, quand les rendements schématiquement de la dette américaine à 10 ans est passé de 1% à 4%, dans ce mouvement-là, moi, je m'attendais à voir l'or baisser beaucoup plus. Je m'attendais à revoir peut-être 1 200, 1 300 $. Ça n'a pas été le cas. Et là, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, si malgré des rendements US à 4%, l'or ne baisse pas tant que ça, c'est qu'il y a autre chose. Et donc, il y avait l'histoire des banques centrales. Techniquement, c'était dans des phases de compression de volatilité qui rétroactivement étaient juste superbes, en fait. C'est-à-dire que la question, c'est effectivement de timer le point de sortie, mais pour moi, il y avait 8 chances sur 10 que ça sorte à la hausse.
Et donc voilà, et tout ça de manière maintenant peut-être un peu plus prospective. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on pense que les taux vont se stabiliser, voire se détendre un petit peu, j'ai du mal à me dire que ça va arrêter l'or ou l'argent. Parce que Ouais. si ça a déjà commencé à monter, alors que là, l'or à 2004, on est sur un 10 ans US qui est à 4,70. Alors effectivement, si le 10 ans, mais en fait dans tous les cas, parce que même si 10 ans US doit aller en rendement à 6 ou 7%, une crise, je pense que l'or baissera au début dans un côté de vente, d'appel de marge, etc., d'encaissement de gains de tout le monde. Mais après, il peut presque que ne faire que remonter, parce que après les taux, alors ou sinon, si c'est pas le cas, il y aura une crise et le côté refuge de l'or reviendra. Et à l'inverse, si les taux se détendent, bah historiquement, le T-note et l'or sont très corrélés, liés au billet vert. Donc l'or étant déjà parti en amont, je vois pas de raison pour que ça s'arrête là en fait. Donc alors ça veut pas dire là. Je pense que ça va s'arrêter là pendant l'été. Enfin, en tout cas là, pendant le printemps. Et je pense qu'il faut peut-être plus attendre le début de l'été, le milieu de l'été pour idéalement sur une correction y revenir. Mais dans une optique à 3-5 ans, je pense Faut de qu'on est l'or en sorti de portefeuille. quelque chose. Comme sur l'argent, il y a 10 jours, je crois, j'écrivais quelque chose sur la bourse au quotidien où quand on dézoome vraiment un graphique en base mensuelle, le franchissement des $30, bah on a eu une phase de compression qui a duré 10 ans. Quand on est sur des signaux comme ça, c'est des choses où normalement sur les mois et trimestres qui suivent, bah ça entretient une Ouais. hausse et les sommets de l'argent c'était quasiment à $50. On est à 30 aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Il y a du potentiel. Les métaux sont intéressants à détenir à moyen terme, à long terme, à très long terme, en tant que protection, en tant qu'actif en tant que tel, en tant qu'actif acheté par les banques centrales, sur la thématique des dédollarisation. Moi, j'ai allégé sur les métaux, mais j'en ai toujours et je continuerai d'en racheter. Et si ça baisse, j'en rachèterai. L'or à 2100 ou à 2000, ce serait les soldes. Ce Ce serait serait une cadeau. très belle opportunité, ouais, clairement. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Les jeunes Français, comme vous l'avez dit précédemment, sont de plus en plus nombreux à investir. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se lance aujourd'hui? Quels seraient les premiers conseils que vous lui apporteriez pour bien investir? Bah, Pas déjà, faut se facile. poser la question des enveloppes. Quelle enveloppe j'utilise? Est-ce que il existe en France le compte titre, le PEA, le PEE, le PER, l'assurance vie, il existe plein de types de comptes dans lesquels on peut mettre différentes familles d'actifs et qui ont des fiscalités différentes. Donc avant de se demander, quoi acheter, c'est dans quoi les mettre. Mmh. Donc déjà premièrement. Après, bah, c'est de pas mettre tous les œufs dans le même panier, d'avoir différentes classes d'actifs. Après, c'est la diversification, avoir pour moi des métaux, des cryptos, des actions, des ETF. Avoir peut-être une partie complètement passive où on ne fait rien, on achète tous les mois et une partie un peu plus dynamique sur des idées. Des idées comme, bah, la thématique Chine, la thématique énergie renouvelable et cetera. Certains auront, cette case-là ne fera que 10 du total, d'autres auront eu 20 de passifs et 80 d'actifs. Mmh. Heu et puis avant d'y aller fleur au fusil, de se poser la question de sa tolérance au risque. Voilà, si on n'est pas tolérant à se prendre des -10, bah, on fait pas de small cap, on évite les cryptos et on fait pas de minière. Si on est prêt à jouer la cyclicité des marchés, à voir des -10, -30, sur des actifs qu'on aime bien et qu'à ce moment-là, plutôt que de se dire: «Oh là là, faut que j'arrête la bourse, j'ai tout perdu», on se dit: «Ah, c'est moins cher, je vais pouvoir faire les soldes». Voilà, c'est de faire une introspection pour être bien sûr qu'on est bulletproof par rapport à ce qui pourrait se passer sur les marchés. Ouais, je suis assez d'accord. Le côté connais-toi toi-même. Enfin voilà, c'est-à-dire que là aussi, c'est à mon avis, ce qui est important, c'est les tailles de position. C'est-à-dire que Ouais. c'est voilà, même si par exemple dans le cas de la Chine, si l'indice avait dû perdre 15% de plus, parce que par exemple sur le cas de la Chine, c'est déjà quelque chose que je pensais fin 2023, et en fait, on a atteint le point bas le 24 janvier. Je crois que c'était juste après une conférence chez Agora d'ailleurs qu'on avait faite. Donc pour le coup, sur ma dernière conférence, on était vraiment dans le timing idéal.
idéal, mais je veux dire les 10% que l'indice a perdu entre novembre et le moment où j'ai commencé à m'y intéresser et le point bas du 24 janvier, ça m'empêchait pas de dormir. Enfin voilà, c'est ça aussi, Oui. c'est que il faut Ouais. pas se jeter par la fenêtre si la Chine perd 40% ou autre. Enfin voilà, c'est comme effectivement comme sur les cryptos même ou comme sur les minières, si toutes les minières avaient dû perdre 80%, bah évidemment je préfère qu'elles en prennent 80, mais faut pas vouloir en fait, il y a un truc moi que je dis toujours à des clients. Alors, je sais pas forcément, je connais pas leur âge, mais je sais pas s'ils sont jeunes ou quoi, mais généralement ils sont plutôt jeunes. C'est le côté de presque ne pas avoir besoin de l'argent qu'on met Oui. en Ah bourse. bah oui. C'est-à-dire Ah que bah bien moi, sûr. C'est la base. j'ai souvent eu des cas comme ça où des gens qui sont au SMIC qui me disent bah je suis au SMIC, je veux dégager un SMIC tous les 2 mois ou 3 mois avec mon SMIC. Bah je leur dis Ouais. non, la réalité c'est pas comme ça. Il y a des périodes où effectivement en prenant du risque ça peut payer, mais dans la durée vous allez dans le mur en fait. Ouais. Donc faut pas vouloir gagner 1000 ou 1500 euros avec 1000 euros en fait. Et donc voilà, donc tout est question, à mon avis, de taille de position, de gestion et de profil de risque. Effectivement, moi, par exemple, je fais pas du tout de buy and hold. Enfin voilà, par exemple, j'ai mon père qui est expert comptable, lui, il investit depuis 30 ans. Moi, si je crois que la ligne que j'ai détenue le plus longtemps, ça se compte, c'est peut-être pas 30 mois, mais c'était exceptionnel, c'était sur l'or d'ailleurs. Mais généralement, ça se compte plus en En jours ou en trimestre. semaines Ouais. Ouais, en qu'en semaine. mois en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment du profil de chacun. D'abord bien se connaître Exactement. avant de se lancer, déterminer Ouais, puis suivre les règles basiques. On n'achète pas des actifs ultra baissiers, on n'achète pas des actions comme Casino Guichard qui valent maintenant quelques centimes. Les valeurs qui valent moins de 0,1 centime, faut les fuir. Les valeurs où il y a des programmes d'OCA ou des augmentations de capital à répétition, faut les fuir. Les biotech, faut être très, 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 très sélectif ou bien les fuir. Pour la plupart, le commun des mortels, dirons-nous. Faut essayer d'acheter des actions de qualité, des actifs de qualité, des actifs plutôt haussiers, Ou sur après, le très long terme. faut le faire en connaissance de cause, parce que moi, par exemple, tu vois, Oui, ça m'est arrivé d'acheter du haut plata avec l'or, la thématique. Qu'est-ce que tu mets en PEA en France pour t'exposer à l'or? Bah, ça me semblait être un petit joker, voilà. Maintenant, c'était ultra risqué. Ça cotait zéro. Enfin, il y avait 2 zéros après la virgule avant la première décimale qui est haute qu'un zéro. Donc, enfin voilà, et donc, il s'agit pas d'aller mettre 50 000 euros sur ces lignes-là, quoi. c'est Enfin, ça. sauf Et si moi, vous avez un j'ai vu million tellement ou, de gens bloqués sur Oplata ces dernières années, tu vois, que je peux comprendre qu'un spécialiste comme toi, l'or monte tous les jours. À un moment donné, on se dit, bon, bah, ils vont la faire péter, on rentre dessus, on prend 40%, on est content. ouais, Mais c'est pour le carrément commun des ça. mortels qui connaît pas, Mais après, vous de euh, mettre des stops aussi, c'est que moi, j'avais ouais. des stops et c'est marrant parce que ça m'arrive d'écrire dans la bourse au quotidien. Je crois que il y a quelques années, j'avais écrit sur Oplata. À Mhm. l'époque, devait y avoir 2 zéros de plus avant la virgule. Et donc, effectivement, j'en avais déjà acheté en 2000, je crois, 2017, 2018. Et par contre, j'avais mis des stops en fait. Que je sais plus à l'époque si j'avais eu tort ou raison. Mais même là, sur Oplata, si j'avais dû avoir tort, j'avais un stop et j'aurais C'est été ça. sorti et on passe à autre chose. Si on fait Voilà. du spéculatif, si on fait des biotech, des valeurs baissières, des dossiers spéculatifs rapides, du haut plata, des machins, il faut partie, un mode d'emploi. Voilà, Et c'est ça, faut travailler, faut connaître, faut mettre des stops c'est suiveurs, faut ça. mettre les stops à zéro, etc. Parce que moi, enfin, je dis ça l'anecdote parce que c'était sur Oplata où je sais plus, il y a quelques mois de mémoire, quelqu'un était revenu me voir en me disant bon alors moi, vous m'aviez parlé d'Oplata il y a 3 4 ans, je suis toujours dessus, je fais quoi? Bah ouais, mais à Alors toi, l'époque, ça fait belle lurette que t'es non, mais sorti, c'est le ça, c'est dossier. que et le truc, c'est que alors par contre, on te dit toujours ça quand l'action a perdu 50 ou 80% dans l'intervalle, jamais Ouais, quand tu recommandes des trucs et que ça explose derrière et que moi je ouais. sors à plus 15 et si tu les laisses courir, t'es à x2. Mais bon, enfin l'idée c'est vraiment dans tous les cas et encore plus sur plus c'est risqué, plus il faut se baquer
en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir des coupes-circuits, des choses où ça te sort du marché et tu le discutes pas et il fera C'est le jour mode demain, quoi. d'emploi, c'est le mode d'emploi qui va avec le style de trading. Je fais du très long terme à 10-15 ans, j'ai pas de temps pour passer en bourse, je fais du passif, j'achète un peu de tout tous les mois. Je fais du moyen terme, je suis dynamique, j'essaye d'aller sur des thématiques, d'aller sur les renouvelables, la Chine, etc. Je fais du trading. Si je fais du trading, je gère mon effet de levier, je gère mes produits, je mets des stops de protection, je mets des petites tailles de position, etc. Fonction de ce qu'on trade et de la durée des trades, il y a un mode d'emploi qui va avec, faut l'apprendre, faut le respecter. Si vous le respectez pas, le marché vous met une énorme claque et il va vous apprendre. Merci beaucoup à tous les deux pour ces conseils, c'était très intéressant. J'espère que nos lecteurs pourront les appliquer prochainement. Donc j'invite tous ceux qui nous regardent à s'abonner à la Bourse au quotidien. Donc le lien sera en description de la vidéo. Et je vous invite également donc à suivre Nicolas Chéreau sur ses réseaux sociaux. Vous retrouverez tous les liens en description de la vidéo. Également, je vous remercie une nouvelle fois tous les deux pour l'entretien et tout le monde de nous avoir regardé aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Marie-Constance, merci à tous merci les à vous deux. deux. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous un guide complet qui vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour limiter vos pertes et protéger les gains de votre portefeuille. Merci et à très bientôt.